Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui sera consacré aux 5 étapes du processus de certification CE. Donc durant ce webinaire, on va voir ensemble quelles sont les différentes étapes pour certifier vos produits pour l'Europe, mais également pour les pays partenaires comme la Suisse. Alors tout d'abord, quelques petits mots sur Safely et moi-même. Donc je suis le CEO et le cofondateur de Safely. Donc le but de Safely, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur processus de certification afin de faciliter et d'accélérer celui-ci. Donc quelques petits chiffres. En 2021, nous avons travaillé avec 18 partenaires sur plus de 27 projets qui ont tous mené à une certification. Nous sommes actifs dans différents domaines, comme par exemple le domaine des machines, de l'aviation, des drones, des medical devices et des appareils électroniques en général. Voilà, commençons directement par le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que le marquage CE? Donc déjà, il faut savoir que le marquage CE est obligatoire dans toute l'Europe. Donc dès que vous voulez mettre un produit sur le marché, il faut qu'il soit CE. Donc qu'est-ce que ça veut dire déjà CE? C'est conformité européenne. En Europe, il y a différents règlements et directives qui sont en fait quelque sorte les lois que tous les fabricants doivent suivre avant de mettre un produit sur le marché. Le but de ce marquage CE, c'est déjà de garantir que tous les produits qui sont mis sur le marché soient sûrs et répondent aux normes de sécurité. Il a également pour but d'harmoniser les réglementations dans toute l'Europe, car avant le marquage CE, chaque pays avait sa propre réglementation, ce qui fait que dès qu'on voulait vendre un produit dans un autre pays, eh bien, il fallait repasser des certifications, repasser des tests, et vous imaginez bien que ça prenait beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Donc ici, on a vraiment une procédure qui est harmonisée au niveau européen, et ça facilite quand même beaucoup la vie des fabricants. Et ça permet également d'avoir une libre circulation. Donc, étant donné qu'on a les mêmes lois et les mêmes objectifs dans tous les États, c'est quand même bien plus simple pour faire circuler son produit. Le marquage CE, c'est une autocertification. Ça veut dire que c'est le fabricant qui prend la responsabilité de la conformité de son produit. Et ce qui fait qu'avec cette responsabilité vient aussi des devoirs, comme celui d'appliquer les normes, de respecter les directives et de créer la documentation technique qui va servir en fait de justificatif ou de preuve comme quoi le fabricant a bel et bien respecté les normes et les directives. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les normes, les directives et les réglementations, on va voir ça un petit peu ici dans ce slide. Donc au sommet de la pyramide, on a la déclaration de conformité ou le marquage CE. Donc en fait, c'est ce que tout le monde veut atteindre avant de mettre un produit sur le marché, c'est d'avoir cette déclaration de conformité. Donc cette déclaration, c'est simplement un document qui atteste que le fabricant est conforme avec les différentes réglementations européennes. Donc dessus, on doit mettre le nom, l'adresse du fabricant, le produit qui va être déclaré. Et puis, on va aussi mettre les différentes directives et réglementations qu'on a suivies et les normes. Et en fait, c'est ce document qui va faire foi d'un point de vue des autorités, qui dit voilà, fabricant XY, on a fait ce produit et il est conforme, on a respecté toutes les directives. Et en parallèle de ça, on va pouvoir mettre le logo CE sur notre produit. Mais pour arriver à cette déclaration de conformité, il faut d'abord respecter les différentes directives et règlements. Donc les directives et règlements, c'est au niveau européen, et puis c'est un petit peu la loi, donc c'est les choses qu'on est obligé de suivre, mais on n'a pas forcément, enfin ces règlements et ces directives, elles donnent des objectifs à atteindre, mais pas forcément comment les atteindre. Donc ça peut être des objectifs de sécurité, par exemple, que notre produit doit être sûr, il ne doit pas présenter de danger pour son utilisateur, mais il ne va pas dire forcément comment y arriver. Donc pour ça, on a les normes, et notamment les normes harmonisées. Donc c'est des sortes de petits guides qui vont nous aider à appliquer, enfin appliquer certains concepts sur notre produit afin de respecter les directives et les règlements. On peut donner quelques exemples, la directive machine, la directive basse tension, la directive de compatibilité électromagnétique ou encore le règlement sur les appareils médicaux. Donc ça, c'est au niveau loi, réglementation. Et ensuite, dessous, on a les normes. On a par exemple la norme ISO 12100 qui est l'analyse de risque pour les machines. On a la norme IEC 60204-1 qui est pour la sécurité électrique des machines. On a également la norme ISO 9001 qui est une norme plutôt de QMS qui, elle, va nous aider à garantir la qualité de nos produits. Donc, grosso modo, dans les normes, on a les normes IEC et les normes ISO. C'est les deux grands entités qui vont faire des normes.
Et en fait, en suivant des normes harmonisées pour le développement de votre produit, vous allez avoir une présomption de conformité. Parce que si la norme elle est harmonisée, ça veut dire qu'elle est acceptée par le gouvernement européen comme étant une norme qui me permettra d'atteindre les objectifs qui sont définis dans les directives et les règlements. Donc là, c'est important de déjà bien définir les directives et surtout de bien choisir les normes qu'on va appliquer pour être conforme aux directives. Alors, sur la droite, on voit le processus de certification. Donc, on va peut-être juste passer rapidement à travers. Ensuite, on ira dans chacun des points en détail. Donc, d'abord, on va définir la réglementation. Donc, ça veut dire regarder qu'est-ce qui s'applique à notre produit. Ensuite, on va définir un processus de certification. Après ça, on va aller dans les normes et les directives. Qu'est-ce qu'on doit appliquer? Comment est-ce qu'on doit designer notre produit, etc. Donc, ça, c'est vraiment le gros du travail. C'est là qu'il y a le plus à faire. En parallèle de ça ou à la suite de ça, on va faire la documentation. Et enfin, on a la certification. Mais avant de commencer tout ce processus, c'est important de poser quelques bases. Donc déjà, c'est important de bien définir son produit. Qui c'est qui va l'utiliser? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Quelles sont les limites du produit? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire ça avec? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Ou au contraire, cette utilisation est interdite? Qui c'est qui peut l'utiliser? Est-ce que c'est pour des professionnels? Est-ce que c'est pour des particuliers? Les limites aussi spatiales. Où est-ce qu'on peut l'utiliser? Dans la pluie, au sec? Combien de temps on peut l'utiliser? Quelles sont la maintenance, etc. On va aussi regarder dans quelle région ou quel pays on aimerait commercialiser notre produit parce que ça aura également un impact. Donc ça, c'est vraiment les premières choses avant de commencer tout le processus de certification. C'est vraiment très important de définir notre produit et comment est-ce qu'on veut l'utiliser parce que ça aura un grand impact sur la suite de la certification. Et ensuite, d'un point de vue qualification, donc pour se lancer dans ce processus de certification, on l'a vu, c'est de l'autocertification. Donc, ça veut dire que les fabricants peuvent le faire eux-mêmes, mais la plupart du temps, ils font appel à des experts parce que c'est quand même un domaine qui est relativement complexe. Donc, c'est important d'avoir du personnel compétent, d'avoir les équipements nécessaires pour faire les tests et surtout d'avoir les ressources suffisantes parce que ça prend quand même pas mal de temps pour effectuer tous ces tests et toute cette certification. Ok, entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc la première étape, ça va être d'identifier les réglementations applicables. Donc là, ça va dépendre de trois grands facteurs. La région dans laquelle vous voulez commercialiser votre produit, dans le domaine et également du niveau de risque de votre produit. Prenons quelques exemples. Les régions, on a vu en Europe, on a le marquage CE, c'est relativement bien harmonisé. Aux USA, ils ont leur propre réglementation. La Russie, c'est la même chose. Et l'Asie, là, ils ont encore plusieurs réglementations différentes. Donc, dans un premier temps, c'est important de savoir où est-ce que vous voulez commercialiser votre produit afin de définir une stratégie par la suite pour le processus de certification. Ensuite, le domaine de votre produit aura également un impact sur sa certification si vous êtes dans le domaine des machines, médicales, électroniques, drones, etc., pour ne citer que. Chaque domaine en fait a ses propres directives et ses propres normes. Donc effectivement, si vous êtes dans certains domaines, il y aura plus de travail à faire, typiquement les medical devices, qui est quand même un domaine où la santé des personnes est en jeu. Donc c'est un domaine qui est bien plus réglementé, un petit peu comme l'aviation. Donc là, ça va également avoir un impact sur le processus de certification. Et enfin, le niveau de risque de votre produit. Donc là aussi, c'est peut-être un petit peu difficile à évaluer au tout début du projet, mais ça, de toute manière, on va faire des analyses de risque par la suite. Mais là, on peut bien imaginer que si on fait, par exemple, un petit appareil de mesure sur batterie qui va être rangé dans une armoire, on a très peu de risques. Par contre, si on travaille sur, je ne sais pas moi, un équipement qui va aller sur un réacteur d'avion, là, le risque est quand même bien plus élevé, car les conséquences d'un problème peuvent être dramatiques. Donc, avec ces trois paramètres, on va pouvoir définir le, votre produit et surtout qu'est-ce qu'on va en faire pour la suite. Et c'est ça en fait qui va nous déterminer comme input pour la deuxième partie du processus, c'est déterminer le processus de certification. Donc avec ce qu'on a eu avant et ce qu'on va voir maintenant, ça nous permettra vraiment déjà de gérer un petit peu le processus. Donc on va faire un planning de combien de temps ça va prendre, parce que suivant comment, on a beaucoup de tests en laboratoire à faire, suivant les directives et les normes à appliquer. Donc les laboratoires ne sont pas toujours disponibles, ça prend du temps à faire des tests, à avoir les résultats. Donc ça c'est important de bien planifier ça à l'avance pour maximiser le temps durant le processus de certification.
On va également définir les différentes tâches à effectuer. Il y a des normes à appliquer en discutant avec vos ingénieurs, mais il y a également des tests à faire. Donc pour ça, il faut que le produit soit développé, qu'on ait au moins des prototypes. Donc tout ça, c'est vraiment des tâches qu'on doit lister et surtout planifier. Et puis effectivement aussi les ressources, à savoir combien de personnes vont travailler dessus, qui sont les responsables, avec qui on doit interagir, et puis est-ce qu'on a besoin de ressources externes. Comme je l'ai dit, il y a également les tests. Ça, c'est peut-être la plus grande partie à planifier. Soit on peut faire les tests en interne. Dans certains cas, il y a des tests électriques ou des tests de fonctionnement ou de validation qu'on peut faire facilement en interne. Mais quelquefois, il y a certains tests qu'on doit aller faire dans des labos spécialisés, typiquement la compatibilité électromagnétique ou alors les tests de radiocommunication. En général, il y a peu d'entreprises qui sont équipées avec ce genre de matériel. Donc là, on va travailler avec des laboratoires. Et enfin, la certification. Comme je vous ai dit au tout début, le marquage CE, c'est de l'auto-certification, mais pas dans 100% des cas. Il y a quand même certaines fois où on doit travailler avec des organismes notifiés. En général, c'est quand les risques sont un petit peu plus élevés, mais ça va dépendre un petit peu des directives et des règlements. En général, c'est là-dedans que c'est expliqué. On peut citer comme exemple les appareils médicaux. Il y a différentes classes d'appareils médicaux, et pour les classes qui présentent peu de risques, on peut le faire en autocertification. Mais dès qu'on est dans des classes à plus haut risque, là, on doit aller dans ce qu'on appelle un organisme notifié. Donc c'est simplement une entité qui est reconnue par l'État. Et en fait, le processus pour nous, c'est exactement la même chose. On fait notre certification, sauf qu'à la fin, au lieu de mettre nous-mêmes le tampon CE sur notre produit, on doit aller présenter notre dossier technique à un organisme notifié qui va le valider et dire OK, c'est bon, vous avez développé, vous avez suivi les bonnes normes, etc. Donc on valide votre certification. On peut aussi citer la directive ATEX, donc sur les équipements explosifs ou les environnements explosifs. Là également, suivant le niveau de risque, on doit aller faire certifier notre produit dans un de ces organismes. Donc vous imaginez bien que quand on fait de l'autocertification, on est beaucoup plus flexible d'un point de vue du processus. Ça veut dire qu'on peut facilement faire des changements vu que tout est géré par le fabricant. Par contre, dès qu'on va faire de la certification chez un Notified Body, là, on doit prendre rendez-vous chez eux. Ils n'ont pas forcément le temps. Ça prend un certain temps justement à mettre en place, à trouver un slot libre pour travailler avec eux. Et en plus de ça, ben, ça engendre des coûts supérieurs. Et ensuite, si on veut modifier quelque chose, on doit repasser par eux. Donc ça montre qu'on est beaucoup moins flexible sur les modifications. L'étape 3, ça va être appliquer les normes et les directives. Donc ici, c'est je pense la plus grande partie du processus de certification. C'est vraiment là que tout le travail est fait. Donc avec les inputs qu'on a eus sur la réglementation et le planning un peu de la certification, on va pouvoir choisir les directives qu'on va appliquer et en fonction des directives, on va également choisir les normes. Et ensuite, le gros du travail, ça va justement être dans l'application de ces normes. C'est ce que j'ai appelé ici design. Donc, ça va être tout le travail qu'on va faire avec les ingénieurs pour regarder, tiens, la norme, elle nous dit qu'il faut faire ça, ça, ça. Est-ce qu'on a bien implémenté ça? Elle dit qu'il faut faire tel test, etc. Donc, entre design et test, c'est là qu'on vraiment on applique ou on contrôle les normes et les directives. C'est en fait une sorte de boucle. On va travailler dessus pendant des semaines et des mois suivant la durée du projet. Et à la fin, on va faire la validation, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre tout ce qu'on a généré, les tests, ces choses-là, et puis on va les valider pour dire, OK, le produit a été développé correctement. Et en parallèle de ça, ou à la suite de ça, on fait la documentation technique. Et justement, qu'est-ce que la documentation technique? Donc c'est le point 4 du processus. En fait, comme je l'ai dit au tout début, pour prouver que votre produit est bien conforme à la réglementation, vous devez avoir ce qu'on appelle un dossier technique. Dans ce dossier technique, il y a différentes choses qui sont nécessaires. Ici, j'ai mis les principales, mais c'est surtout les directives qui vont vous dire qu'est-ce qu'elles attendent à retrouver dans votre dossier technique. Donc, il y a déjà une description du produit. Ça semble assez logique, hein, expliquer à quoi sert le produit, comment est-ce qu'il est, les caractéristiques, etc. On doit avoir des plans et des schémas détaillés. Ça peut être le schéma électrique, le schéma hydraulique, etc. On doit avoir une analyse de risque, des rapports des tests, les normes et les EHSR, c'est en fait les objectifs des directives. On doit avoir la notice d'instruction, donc qui est en fait le manuel d'utilisateur, et la déclaration de conformité.
Donc ça, c'est vraiment les gros points qu'on doit retrouver dans ce dossier technique, mais il peut en avoir d'autres suivant les directives. Et en fait, ce qui est important à savoir, c'est que ce dossier technique, il reste chez vous. Il n'est pas public. Donc, il ne faut pas avoir peur, justement, certaines fois, on dit, ah, mais j'ai pas envie de donner mes schémas, j'ai pas envie que mes concurrents y voient ça. Mais vous inquiétez pas, le dossier technique, ça reste uniquement chez vous. Il n'y a que vous qui pouvez y avoir accès, mais il faut que vous le gardez dans le cas où des autorités voudraient contrôler votre conformité au marquage CE. Ils vont venir chez vous et dire, montrez-nous le dossier technique pour tel et tel produit. Et c'est là que vous devez pouvoir le ressortir et retrouver toutes ces informations pour qu'ils puissent contrôler que vous avez bien appliqué les directives et les standards. La seule autre possibilité, enfin la seule autre personne qui pourrait avoir accès à votre dossier technique, c'est si vous allez chez un Notified Body. Pour certifier, ils doivent bien évidemment avoir accès à votre dossier technique, mais tout ça, ça reste confidentiel. Donc tout ce que vous allez mettre là-dedans, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas partagé avec vos concurrents. C'est simplement pour vous et les autorités ou le Notified Body. Une fois que vous avez votre dossier technique qui est terminé, votre produit qui a été validé et développé en fonction des normes, vous pouvez arriver à la fin, à la certification et à la création de la déclaration de conformité. On en parlait un tout petit peu au début de ce webinaire. Donc, c'est simplement un papier et sur ce papier, on doit trouver différentes informations, la raison sociale et l'adresse du fabricant, le nom et l'adresse du responsable du dossier technique. Donc, ça peut être une personne en interne de l'entreprise qui a créé ce dossier technique. On doit avoir une description et une identification du produit, donc là c'est clair. La déclaration de conformité, elle est liée à un produit en particulier, donc on doit savoir lequel c'est. Ensuite, la déclaration de conformité, c'est les phrases qui disent l'entreprise XY déclare avoir suivi les normes et les directives, blablabla. Ensuite, on doit avoir les références des directives et des normes qu'on a appliquées, le lieu et la date, et la signature de la personne responsable. Donc ici, la plupart du temps, c'est le CTO ou le CEO, donc le chef de l'entreprise qui va signer. C'est en général pas la même personne qui fait le dossier technique, même si ça pourrait être le cas. Et enfin, on pourrait également avoir le numéro de l'organisme notifié si justement vous êtes allé certifier votre produit chez un Notified Body. Donc ça va dépendre aussi, la déclaration de conformité, c'est en général tout le temps la même, mais regardez toujours dans la directive, elle va vous expliquer les détails dont vous avez besoin. Donc voilà, on arrive à la fin de ce processus de certification. Il y a quelques questions qui reviennent souvent. Donc peut-être la première, ce serait euh, combien ça coûte de faire une certification CE. Et là, c'est difficile à répondre sans plus d'éléments parce que c'est vraiment assez variable. Si on a un petit projet, une petite carte électronique, ça ne va pas forcément coûter grand-chose. Par contre, si on part dans une grande machine avec des tests TMC à faire, des tests radio, etc., on peut vraiment avoir une palette de prix assez grande. Mais peut-être pour en donner quand même une, je dirais qu'on est entre 6 000 euros et 30 000 euros. Là, on arrive à couvrir pas mal de choses. Et je dirais qu'en général, on est quand même entre 10 et 20 000 euros le projet. Ça va dépendre un peu de la complexité, mais ça donne déjà un petit peu un ordre de grandeur. C'est pas 1000 euros et c'est pas 100 000 euros non plus. Par contre, après, quand vous êtes dans des domaines plus spécifiques, comme par exemple les medical devices, là, effectivement, quand on est dans des classes supérieures, avec tout le développement qu'il y a à faire et les contraintes qui vont derrière, on est dans des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus grands. On est plutôt autour des 50 000 euros. Et en plus, après, ça va dépendre des notified bodies, ça va dépendre des tests qu'on doit faire dans les labos. Et tout ça, ça a un impact sur le prix total. Donc c'est vrai que le marquage CE, ça peut avoir un coût, mais ma foi, c'est obligatoire et c'est pour garantir la sécurité des produits et leur libre circulation dans toute l'Europe. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est aussi beaucoup moins cher qu'avant, où on devait faire le même processus, mais pour chaque pays. Donc là, en fait, ça paraît cher, mais on le fait une fois et puis après, on est tranquille. Sinon, on pose aussi souvent la question, combien de temps est-ce que ça prend? Donc là, je dirais que c'est aussi variable, hein, ça dépend de l'avancement du projet et puis comment vous travaillez dessus. Nous, en général, on aime bien rejoindre les entreprises dans le processus de certification relativement tôt, parce que comme ça, on peut déjà discuter au début des concepts à développer. Et plus on arrive tôt dans le processus, plus on est intégré et moins ça va engendrer de coûts et surtout de retard, parce que ça arrive des fois que les entreprises disent, tiens, on a développé notre produit, on aimerait le certifier maintenant,
Mais pendant la certification, on remarque qu'il y a des non-conformités aux standards, ce qui fait qu'on doit faire un nouveau développement, on doit retester des choses, et du coup, ça va engendrer du temps supplémentaire, des délais supplémentaires, tandis que si on applique dès le début les standards pendant le développement, c'est beaucoup plus simple, et à la fin du développement, on arrive directement avec un produit qui est conforme. Donc voilà, chez Safely, on est là pour vous accompagner. Donc si vous avez des questions sur la certification ou si vous avez besoin de certifier un produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour ça. Vous avez toutes les infos sur la page ici et je vous souhaite une bonne certification.